Tiers livre, service de presse, celle 46. J'attends encore d'autres bouquins, mais ça fait rien. Là, ça s'empile un petit peu de trop. Il faut bien faire le ménage. Et puis, ça sert aussi de vidéo quotidienne. On bouge comme ça dans les rubriques. Vous savez que la dernière fois, on avait dit que c'était Marc Pautrel, La vie princière, collection L'Infini chez Gallimard. Une espèce de déclaration d'amour comme ça, que j'avais mis en relance. Et c'est marrant, c'est qu'en général, c'est des... Ici, le truc, c'est de se bagarrer avec des choses qui ne se font pas tellement repérer autrement. Mais figurez-vous que ce sacré Marc Pautrel a été invité dans une des émissions que je considère vraiment comme la plus con, la plus bête, la vulgaire de la télévision. Et mine de rien, avec ses stratégies habituelles, il est resté là, sans rien dire, à sourire. Cherchez Marc Pautrel, et puis vous trouverez facilement les petits extraits. Ils lui ont tous ciré les pompes. Incroyable, et ce mec est en train de devenir un best-seller. Ah ben, moi j'assume, je l'envoie. Et vous savez, j'avais dit aussi, Marc, depuis, oh là là, un petit paquet d'années, à chaque premier de l'an, il envoie comme ça à 50 amis. J'ai la chance d'être dans les 50. Un tout petit texte spécial. Ça, c'est des choses que j'admire, que je suis bien incapable de faire. Ma vie commençait, j'étais libéré, mon corps était guéri, rajeuni, amplifié, glorifié, lorsque je me suis mis à déployer mon bras pour le passer sous elle. Je crois que c'est un extrait qui fait un chapitre inédit, enfin un morceau inédit de La vie princière. Il est dédicacé, tamponné 2018. Tchoc, je fais ma petite roulette habituelle, et Stephen Corvez. Il a déjà gagné, Steven, mais en même temps, normal. Quand je fais mes vidéos quotidiennes, il est toujours le premier à mettre un petit commentaire. Des fois, il met juste à demain, ou alors je le regarderai tout à l'heure, mais ça fait rien. Donc, et puis, j'aime beaucoup la façon dont Steven s'accroche, vous savez, ces espèces de vidéos, là. Regardez la dernière, en plein champ, chez lui, au bout de la Bretagne, comme ça. Mais derrière, c'est aussi lui qui fait les musiques, les flûtes et tout ça. Donc très content que de Marc Pautrel à Stephen Corvez, le lien se fasse. Finalement, c'est pas la question du livre, c'est la question d'établir ces liens de bons hommes à bons hommes. Allez, moi, il faut que je fasse de la place là-dedans. J'ai besoin, même plus me servir de mon petit pupitre. Pourtant, c'est génial, mon petit pupitre, c'est ce que j'utilise pour mettre mon ordi dessus et travailler debout. J'ai vachement besoin d'alterner les postures assises là, dans le fauteuil et au-dessus mes guitares basses. Et puis les moments où on écrit à l'ordi comme ça, debout, c'est une autre énergie, c'est un autre rapport au sol. Donc, allons-y. J'aime toujours la façon dont c'est défendu comme des coffres forts. C'est pourtant que dire, c'est pas secret. Patrick Da Silva et Filii, les pas d'Odette. C'est envoyé par un éditeur qui s'appelle Le Tripode. Je ne les connais pas du tout. Ils m'ont demandé poliment mon adresse postale. Ça aussi, ça fait un petit peu dérive. Je ne sais pas trop comment m'orienter avec ces machins-là, parce qu'ils sont gentils, les gens. Moi, à l'origine, je défends mes potes et ceux qui m'envoient des trucs, pas parce qu'on le passe dans le petit appareil. En même temps, je suis content de découvrir. De quoi il s'agit, ça? Du même auteur, quelqu'un qui a publié beaucoup au Tripode, chez Fayard. 2 livres d'un coup de Patrick Da Silva. Dans un coin négligé de France, la vie suit son cours. L'usine du pays a fermé ses portes et nourri les rancœurs. Un homme obsédé par sa révolte s'est suicidé. Un vieux couple séduit du roman. Ah, mais il y en a encore un autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Patrick Da Silva, un homme du commun. Bah, dites donc, qu'est-ce qu'il écrit, Patrick Da Silva? Il écrit même des prospectus. Ah non, ça c'est la pub qui est censée aller avec. Ah bah comme ça, vous voyez bien sa tête. Et Philly, Patrick Da Silva, édition du Tripode. On va regarder. Manon Lafage. Ah, ça me dit quelque chose. Manon Lafage. Elle participe à l'atelier d'écriture en ligne. Nous, animateurs d'atelier d'écriture, à un manifeste polyphonique. Préface de Patrick Lopin, je le connais. Collection Gros Texte. Ouais, vous savez, Gros Texte, c'est eux qui ont sorti. S'il était juste là, posé,
Gros texte aussi, Jeannie Pinault, vous savez, ses voyages en train, j'en ai parlé la fois d'avant. Regarde ou écoute, c'est selon, et c'est super magnifique depuis, je l'ai entièrement lu. Vous savez, Jeannie, c'est quelqu'un qui fait tous les jours un voyage comme ça de Clisson à La Roche-sur-Yon, de La Roche-sur-Yon à Clisson. Attendez, j'éteins le chauffage. C'est pas du luxe le chauffage en ce moment, mais il fait trop de bruit. Donc, gros texte, sort. J'étais un petit peu prévenu de la chose. Qu'est-ce qui constitue le cœur de notre pratique d'animateur d'atelier d'écriture? Quelle éthique personnelle la sous-tend? 11 animateurs diplômés répondent individuellement à ces questions d'ordre déontologique et existentiel, donnant à voir ce qui les anime intimement eux-mêmes dans la transmission de leur rapport singulier à l'écriture. Ah bah dis donc, ça c'est de la phrase, hein. Je verrais ça en atelier, ça ne marcherait pas. Ça pour moi c'est intéressant. Vous savez, les ateliers d'écriture, ça a une longue histoire en France. La première reconnaissance, c'est 1973. C'est quelqu'un qui s'appelle Anne Roche, qui n'exerce plus maintenant. Elle doit bouquiner dans son bel appartement du Corbusier à Marseille, quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi sur Pérec. Et c'est Anne qui a lancé à Aix-en-Provence ce qui s'appelle aujourd'hui Atelier du livre. Donc quelque chose d'historique pour nous dans ces ateliers d'écriture, mais une formation aussi comme ça où il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle maintenant master de création littéraire. C'est vraiment de pouvoir développer les pratiques d'écriture sur le terrain. Pour ça, là aussi que j'ai une énorme estime pour ces gens qui faisaient ça souvent en formation professionnelle. Je suis intervenu plusieurs fois. De livres et de broc, oser pousser la porte d'un atelier d'écrirature. Ça, j'aime pas ces jeux de mots, écrirature. Postulat de départ. Écrire, c'est s'affirmer. Faire écrire, c'est permettre l'affirmation de l'autre. Bon, ça, c'est pas moi non plus. Mais justement, on a la place pour être tous ensemble là-dedans. Animer un atelier d'écriture, c'est donner vie, encadrer, accompagner, mais ne pas diriger, ne pas imposer, jamais. Ça, d'accord. À la rencontre des mondes, proposer un atelier. Bon, c'est peut-être un peu sérieux pour moi qui aime bien maintenant. Faut dire, moi je suis vieux, et puis, vous savez, j'ai dit, par exemple, à Argenteuil, je vais tous les vendredis dans une classe de seconde, dans 2 classes de seconde, 8 à 10, classe de seconde pro, 10 à 12, classe de seconde générale, et l'après-midi, un petit groupe de gamins qui sont arrivés en France il y a à peine quelques mois, et j'ai décidé que ce serait mon dernier atelier d'écriture. 65 ballets, 25 ans d'atelier, La Courneuve, Val d'Argenteuil, c'est bon, ça ira. J'ai envie de faire autre chose, mais non, en même temps, j'ai mis un quart de ma vie là-dedans. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus envie de jouer un petit peu, de déconner. Là, je le ramène à Cergy pour mon mercredi. J'amène le catalogue de Kloski. J'ai fait une vidéo une fois sur ce bouquin incroyable. Donc, en ce moment, non, moi, c'est le contraire de l'éthique. J'essaye des trucs que j'ai jamais fait. Mais quand même, je trouve ça super de s'expliquer comme ça et puis de le faire par écrit. Peut-être après, c'est ça aussi la question. Peut-être qu'un moment vient où ces choses d'atelier, c'est tellement inouï dans ce que ça apporte à la langue, dans ce que ça vous apporte à vous-même, dans ce que ça vous oblige à aller farfouiller dans les syntaxes, à organiser aussi dans ces petits déclencheurs. Quelle clé va ouvrir tel truc comme ça du puzzle que finalement, pas besoin de se justifier. Mais c'est d'autant mieux que eux qui commencent, ils le fassent. Gros texte, je vous remettrai le lien dans la petite barre d'infos dessous. Ah, les papiers avec. Christophe Grossi. Ah, mais j'aime Christophe Grossi. Christophe Grossi, c'est un compagnon de la première heure. Il a un super blog. Il faut aller voir son blog. C'est un gars de Montreuil, mais un gars qui était d'abord libraire au Sandal d'Empédocle à Besançon. Depuis pas mal d'années, il travaille maintenant dans l'armature du livre. Il a aussi été représentant chez Shane. Il a repris la route, malgré ses 2 petits enfants jeunes, à aller visiter les libraires pour cet éditeur Shane qui est grande qualité poésie. Puis maintenant, je crois qu'il fait ce boulot-là, mais La Brune au Rouergue. Il fait ça pour les éditions du Rouergue. Il a comme auteur Samira Sedira dans son portefeuille. Waouh, super truc, couve. Bienvenue, cher François. L'île de Ré que tu connais si bien. Bon, j'y vais pas souvent, petit coup l'hiver, etc.
C'est chez où? L'atelier contemporain. C'est écrit trop petit. Ça fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup, Desrolles. Moi, c'est pas un livre pour les bigleux comme ça. Mais bon, on peut faire un effort si c'est Christophe Grossi. J'ai un petit problème avec l'atelier contemporain de Desrolles. Il y a 3 ans, je lui ai donné un texte qui s'appelle Fiction du corps. Et j'étais très fier de ce texte, très fier du travail avec lui. C'est surprenant aussi parce qu'il a repris un travail graphique très proche de la mise en page que je faisais moi sur le web, ce qui pose aussi des questions comme ça sur le design du livre, ce qu'on invente avec nos outils web. Et puis ça fait 3 ans, j'ai jamais eu un relevé de vente, j'ai jamais eu un centime, je sais pas combien il a vendu de bouquins, mais même s'il a vendu 300 bouquins, moi quand j'achète des machins, en ce moment, tiens, il a fallu que je m'achète ça, c'est super, c'est pour pouvoir avec l'appareil photo photographier à la verticale comme ça, et j'ai besoin pour les questions de bouquins. On en a besoin des sous. Si le bouquin je l'avais gardé puis que je le vendais sur tiers livre, ça me serait payé tous les mois. Regardez par exemple les éditions du Seuil, combien j'ai de bouquins au Seuil. Le dernier relevé, c'était en janvier 2017, mais alors en janvier 2018, il n'y en a pas eu, et il s'arrêtait en décembre 2015. Ça veut dire que là, fin février 2018, je suis payé de mes ventes seulement jusqu'au 31 décembre 2015. C'est ça l'édition en France. Il y a quelque chose qui me... J'allais sortir une grossièreté, mais un petit poil dans le beefsteak. Enfin bon, Desrolles, je suis vachement content et qu'il m'envoie ses bouquins et qu'il continue de faire un travail de qualité. Mais merde, en tant qu'auteur, puis je crois que je suis pas tout seul là, dans cette histoire-là. Bon, comme il regarde les vidéos, il va peut-être trop se péter, mais bon, ça va accélérer la manip, hein. Et pour mes copains aussi. Thomas Giraud. Ah, je l'attendais. Vous n'êtes pas ceux qui sont nés dans le folk. Nous, c'est une grande histoire. La terminale, en fait, le pop, le rock, c'est venu, moi, en 65, 4e, là, tout d'un coup, waouh, premier électrophone pour le BEPC en 3e. Et puis ensuite, par exemple, la première, c'était le Gimme Shelter, le Let It Bleed des Rolling Stones, mon premier 33 tours. Je l'ai toujours au-dessus de ma tête. Sgt. Pepper's, des Beatles, Terminal, le Get Your Ears Out des Rolling Stones. Qu'est-ce que c'est ça? Le concert de John Lennon, Give Peace a Chance à Toronto. Tout ça, c'est notre histoire. Et puis, un tout petit peu après le bac, comme ça, vers 73, le moment même où les Stones sortaient Exile on Main Street, il y a eu l'invention, l'arrivée du punk. Et moi, j'ai fait partie de tous ceux qui sont partis dans l'autre sens. C'est un musicien qui s'appelle Marc Perron qui m'avait vendu un accordéon diatonique Honor, 800 francs. Et qu'est-ce qu'on s'en est donné avec le folk. Et là, tout d'un coup, on est glissé à ça par le blues. Justement, ce que nous avait appris aussi, les Rolling Stones, Led Zeppelin, sur les grandes sources, Robert Johnson, Elmore James, tant d'autres. Et là, dans cette révolution du folk, les guitares, on en avait tous. Même moi, j'en ai une là encore, qui est de l'autre côté du projo. Je ne vais pas vous la sortir, je me la suis offert avec les droits d'auteur de ma bio sur les Rolling Stones. Je m'en sais pas, ça fait au moins 4 mois qu'elle n'est pas sortie de sa boîte, mais elle est là quand même. Et puis dans cette révolution folk, là, tout d'un coup, évidemment en France, on avait Marcel Dady, un gars qui était si gentil, si simple, quand il venait nous faire ses concerts, là, comme ça. J'étais à Bordeaux à l'époque. Et puis d'Angleterre, nous venait un gars qui s'appelait Bert Jansch. On ne savait même pas à l'époque que, par exemple, Jimmy Page de Led Zeppelin avait plein pompé Bert Jansch. Même Dylan était venu s'abreuver à ces gars. Et Bert Jansch, c'est lui qui nous a fait connaître ce titre, qui était un petit peu comme un générique de tout le mouvement folk. Ça s'appelait Blues on the Tracks, un simple blues en do, la guitare picking. Et ce type, c'était un guitariste qui s'appelait Jackson C. Frank. J'ai mis des années et des années à savoir qu'il y avait quelque chose à savoir sur Jackson C. Frank. Mais quoi? Presque rien. Et de ce presque rien, Thomas Giraud, on en a
reparlé il y a un an. Il a sorti un très beau bouquin sur Élisée Reclus, grand anarchiste, mais dont la vie est si compliquée, plein de choses de géographie, de Tour de France. C'est un magnifique portrait d'Élisée Reclus. Et c'est son deuxième livre. C'est chez le même éditeur, je suppose, ouais, édition de la Contre-Allée, qui font aussi un travail magnifique. D'ailleurs, regardez les rabats, les matières. Puis là, au moins, c'est imprimé de façon qu'on puisse lire. Eh ben, c'était le truc de Flaubert, qu'un livre tienne sur rien, que le sujet d'un livre, le mieux, c'était rien. Vous prenez la vie de Jackson C. Frank, il y a 3 articles, c'est-à-dire de quoi remplir 3 feuillets. Et lui, Thomas Giraud, qui a 30 balais, donc qui n'a pas connu ça, ce truc de Blues on the Track, et voilà qui fait 160 pages sur cet homme-là. Bon, là, évidemment, c'est pas que je triche, c'est que je savais que le bouquin était dans la pile, et je sais que je vais le lire. C'est pas celui-là que je vais envoyer circuler. Ça, c'est ce qui va être dans le sac pour les heures de train. Ça, c'est bien mince. Domi Bergugnou, Où sont les pas dansants? Poème. Ouais, poème et photo. Photographie d'angoisse tracée dans le vivant, les voix se rapprochent et mêlent leurs menaces, avalent l'espoir, la lune et ses étoiles absentes. Il dit que c'est la fin du monde. Il creuse la pierre sous ses doigts furieux. La guitare se désaccorde et raye le silence. On passe de guitare à guitare. Vous voyez, quand le hasard est favorable, ça veut dire que la camelote est bonne. Ouais, je connais l'histoire aussi. C'est aussi quelqu'un comme Manon Lafage tout à l'heure. Vous savez, je suis très attaché à cette espèce de laboratoire qui, pour moi, a un petit peu remplacé la revue sur mon site. Je lance des propositions d'écriture qui sont pour moi des explorations, qui sont ce que je reprends après aussi avec mes étudiants. Et puis, il y a une espèce de communauté, c'est un mot un peu galvaudé, mais on échange, ça participe, ça se croise. Là, on va faire un livre encore ensemble. Je suis dessus en ce moment dans le composé. Dominique Bergugnou, je l'ai connu en atelier d'écriture. C'est quelqu'un qui enseigne dans le sud de Paris. Et la seule chose que je sais de ce livre, c'est qu'elle a écrit ça. D'ailleurs, c'est page 4, il n'y a aucun secret. Ce recueil est né du désir d'accompagner mon fils durant un long séjour en hôpital psychiatrique. Je voulais témoigner sur cet univers, donner une voix à ceux qui sont enfermés d'abord en eux-mêmes. En écrivant, j'avais la sensation de chanter de façon souterraine, sous la surface du silence. Le titre traduit l'espoir que j'ai gardé pendant toute cette période, de le voir danser à nouveau. Dominique Bergugnou, respect. Et pourquoi s'emmerder à aller chercher un éditeur, essuyer le mépris de refus et tout ça? On a le print on demand, elle l'a fait. Vous pouvez la suivre sur Facebook et lui demander son livre. Pas difficile. Ah, j'étais un peu surpris que ce soit Lettres, édition Gallimard. C'est qu'on ne s'aime pas beaucoup. De vieilles histoires. Mais histoires douloureuses. Je vais vous le chercher une minute. Ma traduction du Vieil homme et la mer de Hemingway. Peut-être le livre qui m'avait plus secoué dans mon adolescence. Je le relisais tout le temps. Et j'avais eu envie de le traduire. Hemingway était mort depuis plus de 50 ans. Je pensais que c'était dans le domaine public. En fait, ça y était parce que Gallimard n'avait pas les droits numériques encore. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu ces espèces de bizarreries quand ils m'ont attaqué sur le fait que je diffusais ma trad. Ils n'avaient pas les appuis arrière. Il a fallu qu'ils se dépêchent d'assurer leurs arrières. Ouais, maintenant c'est fini. Ce livre, je l'ai fait quand même. Il est vendu en Algérie et j'en suis sacrément fier. Et quand l'éditeur algérien, édition Talentikit, m'avait envoyé un mail, puisque là-bas, il n'y a pas de problème de droit d'auteur, ils m'ont dit combien je demandais. J'avais dit, je demande 5 exemplaires. Et je les ai eus. C'était un putain de deal, non ? Je ne les donne pas quand même non plus, je les garde. Ça fait partie de mes petits trésors personnels que j'appelle fierté de ma vie. Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Dès que vous allez en Algérie, demandez-les en librairie. Et donc, c'est pas exactement
Gallimard, c'est une de leurs possessions comme POL. Oh, voilà, c'est une maladie de mettre des papiers partout. Édition verticale dirigée par Yves Pagès et Jeanne Sautière. Vous la connaissez, si j'attrape juste comme ça celui-ci par exemple, qu'est-ce qu'on fait de sacrés beaux ateliers d'écriture, ça s'appelle Station entre les lignes. C'est tout des notations comme ça dans gare, métro, bus, RER, dans le trafic comme ça dans Paris. Jeanne Sautière, avant, était éducatrice en prison, je crois. Son premier livre, c'était Fragment d'un lieu commun, ça s'appelait. C'est ça, Fragmentation d'un lieu commun, chez Vertical déjà, 2003, ça remonte. Mais c'est un des plus beaux livres sur la condition pénitentiaire, comme ça je connais. Mort d'un cheval dans les bras de sa mère. Faut le faire comme titre. Ce livre a commencé un matin, je me réveillais en larmes d'un rêve où réapparaît mon chien mort il y a plus de 50 ans. J'ai voulu nouer à nouveau ce couple, enfance et animal. Il y a, non sans raison, un bestiaire à l'œuvre dans chaque berceau, dans celui de notre humanité aussi. Pour rendre compte de cette présence persistante dans ma vie citadine, je suis remonté à l'image pariétale du cheval, issu d'une préhistoire personnelle, ainsi qu'aux corbeaux fabuleux ou à d'autres animaux qu'on domestique, qu'on chérit, qu'on tue et qu'on mange. Il en va du désespoir politique, de la domination infligée par mon espèce à ce qu'elle estime posséder, et de la joie pure de cet autre monde qui élargit le nôtre. Je suis hyper content parce que je voyais que son bouquin était sorti. Évidemment, je me le serais acheté. Mais pas chien, nous, quand ça parle de chien. J'ai toute une collection de livres qui parlent de chiens, comme ça. Oh, et puis zut, il suffit que je cherche. On ne trouve pas. Donna Hathaway, pas grave. Donc, je savais qu'elle sortait son livre, et puis je voyais rien arriver des éditions verticales. Je savais pas qu'elle me l'avait envoyé déjà. Merci, ami. Il y a ce qu'on fait avec le sentiment fort d'une lâcheté, d'un abandon, non seulement de l'animal, mais de soi-même, un déficit d'humain, une sorte de démission. Jeanne Sautière, mort d'un cheval dans les bras de sa mère, et ça, on recommande 150% sans se poser de questions. Ah, ça devrait pas être là, c'est un livre. C'est trop mince. C'est plutôt format des factures. C'est une pub. Bon de commande. Valable pendant 30 jours. Une pub de stylo. 50 stylos plus 50 gratuits. Et vous pouvez faire marquer dessus. Par exemple, je pouvais faire logo anniversaire, personnalisation laser sur 2 lignes, embout silicone spécial. Cher François Bon, vous avez entre les mains le stylo qui rencontre le plus de succès auprès de nos clients, le Paragon Soft Touch Stylus. N'attendez plus, célébrez les 10 ans de votre entreprise. Ah bah ouais, ça fait pile 10 ans en plus. Non, maintenant, Publinet, ça appartient à d'autres, mais j'irai à leurs 10 ans. C'est juste le 20 mars à Paris. Je suis très fier qu'il m'ait invité. Tiers livre éditeur, Monsieur François Bon, Universal Pen. Wow, simplement, c'est quoi le problème? C'est que moi, des stylos, j'en ai même plus dans mon sac. Et en plus, regardez, ils l'ont fait. Tiers livre éditeur, Saint-Cyr-sur-Loire. Voilà que j'ai un stylo à mon nom presque. C'est dommage que je sache plus m'en servir. Les carnets du dessert de lune. Ah ben, ceux-là, je les aime. Il en a mis double couche, mais c'est parce que c'est précieux. Carnet du dessert de lune. Je sais pas où trop il est installé. Il est à Bruxelles, carrément. Il s'appelle Jean-Louis Massot, M-A-2-S-O-T. Lui aussi, suivez-le sur Facebook. Il y a tout le travail qu'il fait. Yves Budin, Visions of Basquiat. Tiens, il y a une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Visions of Johanna. Évidemment, ça ne doit pas être par hasard. Oh, ça sent la colle, mais on est dans du roman graphique. Ça s'appelle bande dessinée, ça s'appelle roman graphique. Est-ce qu'on peut travailler sur Basquiat en roman image? Carnet du dessert de lune, je défends à Donf. Alors, allez, hop, décision. Yves Budin, Vision de Basquiat. Les textes sont en français.
Les boxeurs noirs, les sons de la télévision, super-héros, cocaïne, le jazz, anatomie, comics, professeur Martin, Gray, magazine, maître, image, drogue, sensu, Afrique, roi, muse, reine, vaudou, dessin, femme, mère, mort, lettre, motif, enfant, coup. Ça a l'air d'être à la hauteur de Basquiat. À la fois graphiquement, wow. Et à la fois donc les dérives textuelles. Il n'y a pas tant de textes que ça, mais je peins comme un diable vaudou, Yoruba, je suis Jean-Michel Basquiat, j'assure, je sature, je suture, je rature, je assure, je fulgure, je recouvre, je m'ouvre, je crouve, je balave, je salis, j'accère, j'assère, je lacère, je finis, je recommence, bebop, beatbop, 5000 $, madame la marquise. Ouais, il faut quand même que je vous aime. Enfin, pourquoi je vous aime? Parce que c'est un super cadeau que vous me faites en regardant mes vidéos. Mais allez, justement parce que Carnet du dessert de lune, je pense qu'on a cette solidarité et cet échange, et que c'est pas facile pour les éditeurs qui se remuent un peu le poil. Yves Budin, Vision de Basquiat, je vais quand même le lire en détail, donc ce sera du second hand, mais je vous assure que je vais pas le matraquer, je vais y faire gaffe. Mais là, vous n'étiez que 28 à m'avoir mis un petit commentaire dans le service de presse. On aurait dit que ça vous intéressait pas, Marc Pautrel. Peut-être que Basquiat, ça vous intéressera un peu plus. Dans 15 jours, quand on recommence service de presse, c'est celui-là que je mettrai dans la petite roulette. Ça vous va? Deal? Deal. On arrive. Je sais pas si c'est bien d'en faire très souvent, comme ça, avec juste une petite poignée de bouquins. Mais déjà, il nous faut bien 20 minutes bien tassées, ou s'il faut attendre un mois, on verra. Hein. C'est aussi bizarre parce que les bouquins qui sortent chez des éditeurs comme Paul, Minuit, Seuil, aussi, tout ça, eux, ils se bousculent pas, on n'existe pas pour eux. Le web, avec des exceptions comme le Maizetti, le Coltès d'Arnaud Maizetti récemment. Mais c'est bien, non, d'être comme ça dans les marges. Et cette symbiose avec le web. De quoi on aurait besoin d'autre? Bon. Un boa de papier. Bom 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 bom. Attention, papier bulle. Avec mon boa de papier. Autrefois, j'adorais le papier bulle parce qu'on prenait ça puis on faisait poc. Poc. Là, ça plaque pas tous les coups. Ah, si. Ah, le pétail. T'en vois bien. Il y a longtemps que je le voulais. Donald's Pile on the Hill. Les lettres de H.P. Lovecraft et Clark Ashton Smith. Je savais pas qu'il était si gros. C'est pour ça qu'il est si cher. Ça vient de Seattle. Comme d'hab, édité David Schultz, Stiyoshi. Et bien sûr, Hippocampus Press. Et il y en a plus de 700 pages. Il y a même des mots croisés. Quand il se les envoyait partiellement faits. Clark Ashton Smith, c'est le fondateur de Weird Tales. C'est ce magazine qui paraissait une fois par mois avec des histoires de 15 ou 20 pages. Et Lovecraft, quand il est mort à 46 ans, n'avait jamais publié de livre de son vivant. Tout son travail a toujours été accueilli comme ça dans ce magazine qui est lancé en 1923. Lovecraft commence à publier dedans en 1924, puis toute sa vie. Et avec Clark Ashton Smith, bon, évidemment, je ne vais pas ouvrir comme ça. Là il signe HPL. HPL, c'est évidemment ses initiales, mais il écrit ça E''CH, plus loin PI, plus loin EL. Et il appelle son copain Dear Clark Ashton, K-L-A-R-K
Ashton. C'est mon grand projet maintenant, petit à petit, tiens, il y a un petit pet de fabrication, mais on s'en fout de ça. J'en ai un paquet maintenant de lettres de Lovecraft. C'est qu'avant, on avait 5 volumes de Selected Letters, et Yoshi a fait le pari de les reprendre comme ça, correspondant par correspondant. Il n'y a pas d'édition numérique. On a un CD-ROM pour les non-fiction, ce qui est génial pour la recherche d'occurrence. Là, il faut se balader avec les pages d'index, mais les index sont super bien faits. C'est une manière aussi de prolonger les labyrinthes. Donc là, on est au cœur de la machine d'écriture et de la machine d'édition de Lovecraft. Ça y est, c'était le service de presse 46. Petit commentaire dessous. Si ça vous intéresse, Basquiat chez vous. Et puis on continue les vidéos quotidiennes comme ça. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Puis on avance. À bientôt, merci.